un lien direct expliquant 100% de la variable y, donc on va ajouter toujours un terme d'erreur que je vais appeler par epsilon. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est se dire, j'aimerais expliquer la variable dépendante en fonction de son comportement sur des variables qu'on va appeler des variables explicatives. Donc, les variables x seront supposées connues. Donc, je ne connaîtrai pas le comportement de y, mais je connais le comportement des x. Et d'ailleurs, dans tout le chapitre, lorsque je vais travailler sur les variables x, je travaillerai comme si elles sont connues. Donc, elles auront un comportement de constant, puisqu'elles seront connues. Et donc, on va essayer d'expliquer le comportement de la variable dépendante, y, en fonction du comportement des variables x, qu'on va appeler variable indépendante, variable explicative ou encore régresseur. Okay, il y aura plusieurs noms possibles pour la variable x. Alors, quelle est la différence entre le modèle de régression simple et le modèle de régression multiple? Eh bien, elle est extrêmement simple. Si vous n'avez qu'une seule variable explicative, on va parler de modèle de régression simple. Si vous avez plusieurs variables explicatives, on parlera de modèle de régression multiple. Alors, dans le titre, vous avez également le mot linéaire. On va parler ici uniquement des modèles linéaires. Et donc, l'idée, c'est qu'on va se simplifier la vie au maximum. Si je prends le modèle de régression simple, il possède une seule variable explicative, donc j'aimerais bien en réalité dire que y est une fonction de x, un seul x, une seule variable, plus un terme d'erreur. Eh bien, dans le modèle de régression linéaire, on va supposer en fait que la fonction, le lien entre les deux variables, est un lien linéaire. C'est la fonction la plus simple. Et donc, on va supposer que le comportement, le lien entre x et y, est un lien linéaire. Et c'est pour ça qu'on va parler de modèle de régression linéaire. On pourrait utiliser un autre type de lien entre les deux variables, mais dans ce cas-là, on arrive avec des modèles qui sont nettement plus compliqués. Donc nous, on va se mettre dans le modèle le plus simple, où on va supposer que le lien entre x et y est un lien linéaire. Alors on pourra vérifier évidemment graphiquement ce lien linéaire, puisque dans le modèle de régression simple, vous avez que deux variables, x et y. Donc vous allez pouvoir facilement réaliser un graphique, un scatterplot du comportement du lien entre x et y. Alors je vais vous montrer ça sur un petit exemple. Donc prenez un exemple sur lequel il y a eu quelques études assez récemment. En fait, plusieurs chercheurs ont essayé de regarder un petit peu quelle était la qualité d'un MBA. Alors un MBA, c'est quoi? C'est des études en fait en administration, mais qui sont réalisées après que vous ayez obtenu votre diplôme et après que vous ayez été travailler dans une entreprise. Donc c'est des études de formation continue, comme on dit, c'est-à-dire pour essayer de encore améliorer vos compétences une fois que vous êtes sur le marché du travail. Et donc Solvay organise ce type de programme de cours pour des travailleurs, donc des gens qui sont soit dans des sociétés d'audit, de consultance, etc., et qui veulent aller un petit peu plus loin au niveau de leur formation. Et donc, plusieurs études ont essayé de mesurer un petit peu la qualité des MBA et également le prix d'inscription à un MBA. Et étonnamment, on a découvert en fait que le prix des inscriptions à un MBA dépendait de différents facteurs pour lesquels on n'était peut-être pas tout à fait, on n'aurait peut-être pas mis une parier sur ces facteurs au départ. Donc, on peut supposer que le prix d'une inscription dans une université ou dans un programme d'études va dépendre de la qualité du programme. Ça semble assez évident. Le problème, c'est que c'est très difficile de mesurer la qualité d'un programme. Donc, plusieurs études ont essayé de prendre d'autres types de variables pour essayer d'estimer
le prix d'inscription à un certain nombre de MBA. Alors, plusieurs types de variables explicatives, donc des variables X, ont été mis sur la table et plusieurs analyses ont été réalisées. Alors, la première variable qui a été mise sur la table pour essayer d'expliquer le prix, c'était en fait le score minimum au GMAT. Donc, c'était un critère d'admission. Si vous vouliez rentrer dans un certain MBA, eh bien, vous deviez atteindre un certain niveau dans un test qui regarde un petit peu vos compétences et votre qualité. Donc ici, au lieu de mesurer la qualité du programme, ce qu'on a fait, c'est de mesurer la qualité des étudiants. Okay. Et on s'était dit, peut-être que si on demande d'avoir des étudiants qui ont une certaine qualité, le prix va être fonction de cette demande. Alors, un autre critère qui avait été mis sur la table, c'est l'âge moyen des étudiants. Pourquoi ? Bien, je vous ai dit, ce sont des études qui sont réalisées une fois que vous êtes sur le marché du travail. Si vous avez acquis pas mal d'expérience, on peut supposer également que vous allez être très pertinent au niveau des études. Et donc, à nouveau, on va mesurer un petit peu la qualité des étudiants basée sur leur expérience. Et puis, un troisième critère qui est un peu surprenant et sur lequel on va un petit peu travailler, c'est le pourcentage d'étudiants de genre féminin. On devrait se dire que c'est totalement indépendant. Malheureusement, on voit dans toutes les études en éducation que les secteurs qui sont réputés de bonne qualité attirent plus de garçons que de filles. Et donc l'idée, c'était un peu de transposer ce constat sur base des MBA. Alors ici, vous avez trois variables. Donc vous devriez faire un modèle de régression linéaire multiple, mais néanmoins, comme on est dans le chapitre régression simple, on va utiliser simplement le pourcentage d'étudiants de sexe féminin pour voir si ça a un impact sur le prix du MBA. Alors la première chose qu'on peut faire évidemment, c'est vérifier si on a un lien entre ces deux variables. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va coder l'ensemble des informations dans une base de données. Donc ici, je crois qu'il y avait 67, on le verra tout à l'heure, il y a 67 écoles de commerce qui offrent un MBA qui était, non, 72. Donc 72 écoles de commerce hors États-Unis et qui offraient un MBA. Vous avez le prix à l'année du MBA, le pourcentage de femmes étudiantes, l'âge moyen et le score minimum au GMAT qu'il fallait réaliser. Alors vous voyez, faites attention, ça c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre dès le départ, c'est qu'on a un échantillon. On a un échantillon de 72 individus. Et pour cet échantillon, comme vous le voyez, je connais les valeurs pour la variable Y que je veux expliquer. Et je connais également, évidemment, les valeurs pour les variables X. Donc, au niveau de mon échantillon, je connais les valeurs de Y et je connais les valeurs de X. L'idée, évidemment, est de se dire, si maintenant j'ai une nouvelle école de commerce, pour laquelle je connais les variables explicatives, est-ce que je pourrais estimer le prix du cursus dans cette nouvelle école de commerce? Donc pour l'échantillon, je connais Y et X, mais en général, je vais connaître la variable X, mais je ne connaîtrai pas la variable Y. Et tout le but de cet exercice sera d'estimer la valeur de Y, sachant la valeur de X. Okay. Et on verra en fait qu'on estimera l'espérance de Y, sachant X. Alors ça c'est le codage, dans une table résumant un petit peu l'information. Le pas suivant évidemment c'est tout de suite de réaliser un graphique. Ici on a mis évidemment en ordonnée la variable que l'on veut expliquer, la variable Y, c'est-à-dire le prix du MBA, et en abscisse on met la variable explicative. Et ici, j'ai pris comme variable explicative le pourcentage d'étudiantes. Alors, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez que on pourrait effectivement
logiquement se dire qu'il y a bien un lien entre les deux variables. On a l'impression que le nuage de points, qui est représenté par les 72 individus de mon échantillon, on dirait quand même qu'il y a une relation négative entre les deux variables. Si vous avez un pourcentage d'étudiantes faible au niveau du MBA, il semble que les prix soient plus élevés. Si vous avez un pourcentage d'étudiantes plus fort, eh bien, il semblerait que les prix soient plus faibles. Donc, vous voyez vraiment une structure ici de nuage de points où il y a clairement une relation négative entre les deux variables. Et ce qu'on va essayer de faire avec le modèle, c'est d'essayer de trouver la droite, ce qu'on va appeler la droite de régression, qui ajuste au mieux le nuage de points. Alors, ce qu'on va essayer de faire, comme d'habitude, c'est de minimiser l'erreur qu'on réalise en faisant le nuage de points. Donc, si vous prenez le graphique classique YX, X en abscisse, Y en ordonnée, et supposez que vous avez un échantillon, eh bien, le modèle de régression linéaire simple va essayer de trouver la droite qui passe au mieux dans ce nuage de points. Donc, ce qu'on va vraiment essayer de faire, c'est d'estimer une droite qui pourrait résumer, estimer, donner une tendance générale à la relation qui existe entre la variable x et la variable y. Alors, si je prends ce point-ci de mon échantillon, en réalité, ce point-ci, je connais ses coordonnées x et y. Donc, je sais que cet individu-là que je vais appeler I a comme valeur pour le prix la valeur y et aura comme pourcentage d'étudiantes la valeur xi. Okay. Et le point se trouve à l'intersection entre ces deux valeurs. Maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est au lieu de dire j'ai la valeur yi, je vais estimer ces valeurs yi en me basant sur la droite de régression. Donc en réalité, je vais dire, pour une valeur commune xi, qu'est-ce que je vais donner comme estimation? Et je vais donner comme estimation la valeur que j'obtiens grâce à la droite de régression. Et cette valeur, c'est ce qu'on va appeler yi chapeau, c'est l'estimation. C'est l'estimation qu'on obtient grâce à la droite de régression. Et vous avez évidemment tout de suite compris que la différence entre la valeur observée et la valeur estimée, ça va être en fait une estimation de votre terme d'erreur. C'est ce qu'on va appeler le résidu. Okay. Donc c'est ce que je vais appeler epsilon i chapeau. Et l'idée, évidemment, va être d'essayer de trouver cette droite de telle sorte que je minimise le terme d'erreur pour chacun des individus de mon échantillon. Alors cette droite de régression, elle va être déterminée par deux éléments. Elle va être déterminée par l'ordonnée à l'origine, la constante, et par la pente. Okay. Donc une fois qu'on aura l'ordonnée à l'origine et la pente, on aura estimé cette droite de régression. Donc en fait, la droite de régression, pour être estimée, devra se baser sur deux paramètres qu'on va essayer d'estimer de manière optimale. Donc ici, ce qu'on aimerait bien faire, c'est essayer de trouver une droite de régression qui résume au mieux la relation entre x et y. Résumer au mieux veut dire de minimiser le terme d'erreur de mon modèle. Ok, alors si maintenant on regarde ça de manière un petit peu plus théorique,
On dira en fait que les observations y1, y2, yn, c'est la variable que je vais étudier, c'est la variable que j'aimerais bien estimer. Eh bien, satisfont aux hypothèses du modèle de régression simple si elles satisfont à une équation de la forme suivante. Donc, vous voyez que effectivement, j'ai remplacé cette fonction de lien par la fonction linéaire, ce qui va me donner deux paramètres à estimer, la constante, qu'on va appeler bêta 0, et la pente de la droite de régression, qu'on va appeler bêta 1. Alors, bêta 0 et bêta 1, souvent, en fait, dans le modèle de régression en général, on va souvent travailler en termes matriciels. Donc, on va souvent essayer de se simplifier la vie en travaillant en termes matriciels. Et donc, bêta 0 et bêta 1, ces deux paramètres, on va simplement les stocker dans le vecteur bêta, qui est un vecteur de dimension 2, puisque j'ai bien deux paramètres à estimer. Et bêta, évidemment, est un vecteur de paramètres inconnus, qui sera composé de l'ordonnée à l'origine et de la pente. Les deux paramètres que je dois essayer d'estimer. Alors, la variable explicative, xi, vous voyez que pour x, j'ai utilisé dans les slides une minuscule. Et pour y, j'ai utilisé une majuscule. Tout simplement parce que y est une variable aléatoire que je vais essayer d'analyser. Y aura une distribution de probabilité, une moyenne, une variance. Les xi sont connus. Donc les xi vont être considérés comme des constantes. Donc c'est pour ça que je vais utiliser une minuscule pour les xi. Et puis vous avez ce terme d'erreur, epsilon i, qui est une variable aléatoire sur lequel on va mettre un certain nombre d'hypothèses. Vous voyez que ce modèle est attaché à n variables aléatoires qui constitueront en fait la taille de votre échantillon. Votre échantillon sera bien de taille n. Alors, je vous ai dit qu'on avait mis des hypothèses sur les termes d'erreur, les epsilon 1, epsilon n. Donc, ce sont bien des variables aléatoires qui sont non observées. C'est le terme d'erreur que je ne connais pas et que je ne connaîtrai jamais. Okay. La seule chose que je vais pouvoir faire, c'est l'estimer par les résidus. Alors, ces erreurs, on va essayer de les minimiser et on va faire un certain nombre d'hypothèses sur ces erreurs. Alors, on va avoir deux cadres différents. On va avoir ce qu'on appelle le cadre général, qui reprendra le moins d'hypothèses, et puis on va avoir le cadre gaussien, où vous comprenez tout de suite que dans ce cas-là, on va imposer l'hypothèse de normalité. Donc, dans le cadre général, ce qu'on va supposer, eh bien, c'est qu'en moyenne, je ne fais pas d'erreur. L'espérance des erreurs est égale à 0 pour tout type. Donc, en moyenne, je ne vais pas faire d'erreur. Et en réalité, le fait que je ne fais pas d'erreur en moyenne est permis parce que justement, j'ai mis une constante dans le modèle. Alors, ça, c'est une hypothèse sur le moment d'ordre 1. Maintenant, il y a deux hypothèses sur le moment d'ordre 2. L'espérance de epsilon i, epsilon j, c'est quoi en fait? Cette espérance, c'est la variance si i est égal à j, okay? Parce que vous allez avoir l'espérance de epsilon i au carré, sachant que l'espérance de epsilon i est nulle, eh bien l'espérance de epsilon i au carré, c'est bien la variance du terme d'erreur. Et si vous avez l'espérance de epsilon i, epsilon j pour i différent de j, qu'est-ce que vous allez obtenir ici? Ben, simplement la covariance entre epsilon i et epsilon j. Donc, quelles sont les deux hypothèses? Eh bien, on va supposer que la variance des termes d'erreur est constante et égale à sigma carré pour tout type. Okay? Donc, on a la même variance pour tous les termes d'erreur et cette variance est égale à sigma carré. Et la deuxième hypothèse vous dit quoi? Eh bien, la deuxième hypothèse vous dit qu'en réalité, la covariance entre deux termes d'erreur est nulle. Alors, si on ajoute
l'hypothèse de normalité sur le terme d'erreur, et bien dans ce cas-là, on va résumer l'ensemble de ces hypothèses en disant que epsilon i sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, de distribution normale, de moyenne nulle et de variance constante sigmoïdienne. Okay. L'indépendance provient de où? De cette hypothèse-ci. Vous avez la covariance qui est nulle, et vous savez que quand la covariance est nulle et que vous êtes sous l'hypothèse de normalité, eh bien covariance nulle est identique à indépendance. Ceci n'est absolument vrai que pour la normalité. Okay. Donc, indépendance égale nullité de la covariance dans le cas gaussien uniquement. Donc, l'indépendance provient de cette hypothèse-ci. La moyenne nulle provient de cette hypothèse-ci. La variance constante provient de cette hypothèse-ci. Et la normalité, c'est l'hypothèse supplémentaire que j'ai posée. Donc, deux cadres. Le cadre dit général, c'est-à-dire où on n'impose pas de distribution sur le terme d'erreur, et le cadre où on impose l'hypothèse de normalité. Alors faites attention, jusqu'à présent, dans tous les chapitres, on s'est toujours basé sur l'hypothèse IID. Ok? On a toujours travaillé avec des variables aléatoires qui étaient indépendantes et identiquement distribuées. C'est encore le cas pour le terme d'erreur ici. Le terme d'erreur est indépendant et identiquement distribué. Par contre, nos variables d'intérêt, les y1, yn, seront bien indépendantes, puisque c'est simplement ici une constante plus une variable aléatoire, et ces variables aléatoires sont indépendantes, mais elles ne seront plus identiquement distribuées, parce que les valeurs de la moyenne de yi vont dépendre de chaque xi, et on aura des xi différents pour chaque individu. Donc l'hypothèse identiquement distribuée va disparaître au niveau de la variable y. Et dans la plupart des situations, on est dans ce cadre-là. Si je voulais essayer d'estimer vos points à l'examen de statistiques, eh bien, je ne pourrais pas assumer que pour chaque individu, on a exactement la même distribution au niveau de la distribution des points. Ça dépendrait évidemment de votre masse de travail, du fait que vous soyez venu ou pas au cours, du fait que vous avez commencé à travailler après la Saint-V ou pas. Donc ça dépendra de toute une série de facteurs, et donc je ne peux pas supposer que chaque individu est identique. Et ici, effectivement, je ne vais pas supposer que le comportement de chaque individu est identique. Alors si on regarde un petit peu de plus près ces hypothèses, eh bien la première hypothèse qu'on a fait dans le modèle, c'est l'hypothèse de linéarité. Donc on a supposé que le lien entre x et y était bien un lien linéaire. Alors cette hypothèse de linéarité, en fait, va me permettre de voir que ce que je vais essayer d'analyser sur la variable y, ce que je vais essayer d'estimer au niveau de la variable y, c'est son espérance mathématique. Donc en fait, l'espérance mathématique de y, et cette variable aléatoire, c'est une variable aléatoire qui a une distribution, et je peux analyser le premier moment de cette distribution, qui est l'espérance de y. Y, on a vu par le modèle, est donné par bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Donc je vais avoir l'espérance de bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Bêta 0, bêta 1 sont des paramètres inconnus, donc des constantes. Xi est une variable, mais qui est connue, donc je peux également la considérer comme une constante. L'espérance d'une constante, ça donne la constante. Donc j'ai simplement ici bêta 0 plus bêta 1 xi, et il me reste l'espérance du terme d'erreur. Mais on a supposé, dans nos hypothèses, qu'en moyenne, je ne faisais pas d'erreur. Donc l'espérance du terme d'erreur est nulle. Ce qui implique qu'en réalité, ce qui va m'intéresser, eh bien, c'est d'essayer d'estimer l'espérance de y qui est donnée en réalité par ceci,
Et donc, à partir du moment où j'aurai des estimateurs pour bêta 0 et pour bêta 1, j'aurai une estimation pour l'espérance de Y. Et ça, je peux le marquer puisque j'ai effectivement une fonction linéaire et que j'ai fait l'hypothèse que l'espérance du terme d'erreur était égale à 0. Alors, en termes d'interprétation, ça veut dire quoi? En termes d'interprétation, ça veut dire que si la variable xi augmente de 1 unité, ok? Si la variable xi augmente de 1 unité, eh bien ça veut dire que l'espérance de yi va augmenter de bêta 1 unité. Ok? Donc une augmentation d'une unité de xi va correspondre à une augmentation de bêta 1 unité de l'espérance de yi. Donc grâce à ce modèle, je vais pouvoir interpréter l'impact d'une variation de x sur l'espérance de y. Ok, alors, deuxième hypothèse où on va aller un petit peu plus loin, c'est l'hypothèse, on appelle ça l'hypothèse d'homocédasticité. Donc ça veut dire simplement qu'on a posé l'hypothèse que la variance de tous les termes d'erreur était constant et égale à sigma carré. Sigma carré sera un paramètre de nuisance. Okay? C'est un paramètre inconnu, mais il ne m'intéresse pas. Néanmoins, je vais devoir le gérer. Donc, on a supposé que la variance de tous les termes d'erreur était identique et égale à sigma carré. Évidemment, la variance de yi va être égale à la variance de epsilon i. Pourquoi? Si vous prenez simplement le modèle ici, vous calculez la variance de yi, ça va être la variance de bêta 0 plus bêta 1 xi plus epsilon i. Bêta 0 plus bêta 1 xi est une constante, donc en fait ça veut dire que la variance de yi est bien égale à la variance de epsilon i, variance constante. Alors si vous n'avez pas cette hypothèse-là, eh bien on dira que vous avez un problème d'hétérocédasticité. Et en fait en troisième année, ce que vous allez faire, c'est donc ici en deuxième année, on va supposer que toutes les hypothèses sont vérifiées et que tout se passe bien. En troisième année, eh bien dans ce cas-là, on ira vérifier ces hypothèses et on regardera ce qu'on peut faire si ça ne se passe pas bien, si les hypothèses ne sont pas vérifiées. Donc ici en deuxième, on va se mettre dans le contexte idéal où toutes les hypothèses sont vraies, et en troisième, on verra qu'est-ce qu'on doit faire si ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en fait, intuitivement? Intuitivement, ça veut dire que la difficulté du problème, parce que sigma carré mesure la variance de notre terme d'erreur, ça veut dire que la difficulté du problème d'estimation, il est le même, quelle que soit la variable explicative. Ça veut dire que la difficulté du problème ne sera pas plus importante ici que ici. Je vais vous montrer un cas où on aurait un problème d'hétérocédasticité. Donc typiquement, si vous avez un échantillon comme ceci, eh bien vous allez avoir un problème d'hétérocédasticité. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, si j'essaie de trouver la droite de régression, vous voyez que la variabilité pour les petits x autour de la droite de régression est plus petite que la variabilité pour les grands x. Donc vous allez faire plus d'erreurs pour des x grands que pour des x petits. Et comme vous allez avoir une variabilité plus grande pour des x grands que pour des x petits, ça veut dire que la variance de epsilon i ne va pas être constante. Donc ici, typiquement, vous allez avoir un problème d'hétérocédasticité. Et troisième hypothèse, l'hypothèse de non-autocorrélation.
Donc on a supposé que les observations étaient mutuellement non corrélées, covariance nulle, donc corrélation nulle. Okay. Donc on a fait cette hypothèse d'indépendance. Si vous travaillez sur des individus, vous pouvez sélectionner ces individus de manière aléatoire et indépendante. Ça ne pose pas de problème. Cette hypothèse pose beaucoup plus de problèmes lorsque vous travaillez sur des séries temporelles. Lorsque vous travaillez sur des séries temporelles et que vos individus sont soit les années, soit les mois, soit les jours, on peut supposer que les erreurs que vous avez réalisées l'année dernière vont avoir un impact sur cette année-ci. Et donc on peut supposer que vous n'avez pas cette hypothèse d'indépendance ou de non-corrélation au niveau des termes d'erreur. Okay. Donc cette hypothèse-ci, pas de problème si vous travaillez avec des individus. Par contre, dès que vous travaillez avec des séries temporelles, c'est une hypothèse qu'il faudra vraiment fortement vérifier. Et évidemment, cette hypothèse de non-corrélation se transforme en hypothèse d'indépendance dans le cas gaussien. Si vous ne respectez pas cette hypothèse, on va dire que vous avez un problème d'autocorrélation. Alors graphiquement, si j'en reviens un petit peu au graphique, qu'est-ce qu'on a au niveau de la distribution de la variable y? C'est la variable y qui m'intéresse, et c'est la distribution de la variable y qui m'intéresse. Donc en réalité, la densité de yi, et on va se mettre dans le cas gaussien, comme ça c'est facile. Donc mettons-nous dans le cas gaussien. Donc la densité de yi va être une densité normale, dont la moyenne va être donnée par bêta 0 plus bêta 1 xi. Donc on n'a plus identiquement distribué, puisqu'on a une moyenne qui sera différente en fonction des i. Donc effectivement, l'espérance de yi va bien être donnée par bêta 0 plus bêta 1 xi, et dont la variance va être égale à sigma carré, variance qui est constante. Donc ça veut dire que bêta 0 plus bêta 1 xi va être déterminé par la droite de régression. Okay. Donc ici, je fais simplement le graphique de la fonction y est égal à bêta 0 plus bêta 1 x. Okay. Donc ça, c'est la droite de l'équation y égale bêta 0 plus bêta 1 x. Pour un xi particulier, je vais prendre x1. Pour la valeur x1, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va regarder tout simplement quelle est la valeur qui est donnée par la droite de régression théorique, donc bêta 0 plus bêta 1, x1. On remplace simplement le x par la valeur qui est connue, la valeur qui est donnée. La fonction densité de y sera évidemment autour de cette valeur, puisque cette valeur est l'espérance de y sachant xi. Donc ce point est l'espérance de la variable y. Et vous allez avoir en fait une densité pour la variable y qui sera en réalité autour de cette valeur-ci, avec plus de probabilité évidemment proche de l'espérance et moins de probabilité pour des valeurs différentes. Et donc vous allez avoir une fonction de densité normale dont la variance est égale à sigma carré. Alors, quelle que soit la valeur de x, la fonction de densité sera toujours une normale, toujours avec la même variance. Okay, la difficulté du problème est la même, quelle que soit la valeur de x. La seule différence, c'est que l'espérance de y sera modifiée en fonction de la valeur de x. Alors, ça, c'est la droite théorique, puisque je ne connais pas bêta 0 et bêta 1. Okay. Donc tout le but va être d'essayer d'estimer ces paramètres bêta 0 et bêta 1. Alors dans le cas gaussien, si on pose l'hypothèse de normalité, eh bien dans le cas gaussien, évidemment, si on a la distribution sous-jacente de notre variable d'intérêt, on va utiliser la méthode qu'on connaît bien, qui est asymptotiquement efficace, c'est la méthode du maximum de vraisemblance. Okay, donc, si je suis dans le cas gaussien, je vais simplement utiliser la méthode de maximum de vraisemblance.
Donc, je connais effectivement la distribution de YI, normale d'espérance bêta 0 plus bêta 1 xi et de variance sigma carré. Et donc, je peux facilement écrire la vraisemblance du vecteur Y qui reprend en fait les variables aléatoires Y1 jusqu'à YM. Donc, la fonction de vraisemblance qui va dépendre de mon échantillon, mais également des 3 paramètres inconnus, les 2 paramètres d'intérêt plus le paramètre de nuisance, vous pouvez l'écrire simplement comme le produit des fonctions de densité de normale à bêta 0 plus bêta 1 xi et de variance sigma carré. Alors sur ce slide-ci, je vous laisse faire un petit peu l'exercice puisque je vous donne que les résultats. Vous pouvez par vous-même très facilement arriver à démontrer ceci sans problème. Donc première étape, effectivement, déterminer la fonction de vraisemblance. Et deuxième étape, vous allez devoir annuler les dérivés de cette fonction de vraisemblance par rapport à vos 3 paramètres inconnus, bêta 0, bêta 1 et sigma carré. Okay. Pour vous faciliter la tâche, vous n'allez pas travailler directement sur la fonction de vraisemblance, mais vous allez travailler sur la log vraisemblance. Okay. Ce qui va vous permettre d'avoir des dérivés qui sont nettement plus simples, sans avoir de produits, mais bien avoir des sommes. Et si vous dérivez effectivement la log vraisemblance et que vous annulez les dérivés, vous allez obtenir un système de 3 équations à 3 inconnus, qui est ce système-ci. Donc ça, c'est un petit exercice pour vous. Donc vous allez avoir un système de 3 équations à 3 inconnus, qui est donné par ce système-ci. Alors vous voyez que les 2 premières équations, elles sont interconnectées, puisque dans les 2 premières équations, on a en réalité de l'information sur les paramètres d'intérêt, bêta 1, bêta 0 et bêta 1. Par contre, dans les 2 premières équations, je n'ai pas d'information sur sigma carré. L'information sur sigma carré intervient seulement dans la 3e équation. Donc on va d'abord travailler sur la résolution des 2 premières équations. Et une fois que j'aurai une estimation pour bêta 0 et bêta 1, je pourrai l'injecter dans la 3e équation afin d'avoir une estimation pour sigma carré. Donc, les valeurs de bêta 0, bêta 1 et sigma carré qui vérifient ce système d'équations, eh bien, sont données par les 3 estimateurs suivants. Donc, c'est la suite de votre petit exercice. Si je résous ce système d'équations, j'obtiens mes 3 estimateurs de maximum de vraisemblance. Le premier estimateur, c'est l'estimateur pour la pente. Bêta 1 chapeau, la pente de la droite de régression, va être donnée en fait par la covariance entre x et y divisée par la variance de x. L'ordonnée à l'origine va être donnée par la moyenne des y moins bêta 1 chapeau, la moyenne des x. Et l'estimateur pour le paramètre de nuisance, la variabilité du terme d'erreur, va être donné tout simplement comme la variance des résidus. Okay. Donc on va simplement ici calculer la variance des résidus. Et la somme des erreurs au carré, c'est ce qu'on avait également appelé la somme des carrés résiduels dans le cadre de l'analyse de la variance. Donc je peux utiliser les 2 notations. Au niveau des notations, c'est les classiques. Donc ceci, c'est bien la variance non corrigée de x, et M11, c'est bien la covariance entre x et y. Ok, donc bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau sont donc les estimateurs des paramètres de la droite de régression. Et en réalité, on a utilisé la méthode du maximum de vraisemblance, mais on retombe sur des formules que vous avez démontrées en première année. On retombe en fait exactement sur les mêmes formules que votre estimateur des moins de carré ordinaire qu'on avait déterminé en première année. Donc en fait, on réobtient par la méthode du maximum de vraisemblance des estimateurs des moindres carrés pour les paramètres d'intérêt. Alors cette équation-ci, elle est assez intéressante aussi,
puisque cette équation-ci, elle vous dit en fait, donc vous avez votre droite estimée, vous avez votre droite estimée, yi chapeau est égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau xi. Ça, c'est la droite qu'on a estimée. Et en fait, vous voyez que vous retrouvez l'équation suivante, c'est-à-dire que vous avez y bar est égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau x bar. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le couple moyenne des x, moyenne des y se trouve bien sur votre droite de régression. Donc vous allez avoir quelque part x bar, la moyenne des x et la moyenne des y. Et en fait, ce couple va se trouver sur votre droite de régression. Et ça, vous l'avez grâce à cette équation-ci. Et puis le sigma chapeau carré, là, qu'on retrouve ici, le sigma chapeau carré, eh bien c'est ce qu'on avait en première année appelé la variance résiduelle. Et en fait, c'est une estimation, on verra que c'est une estimation biaisée, mais c'est une estimation en fait de la variance du terme d'erreur. Alors c'est une estimation biaisée, et là on peut déjà voir par rapport à tout ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, parce qu'on a 1 sur n ici, la somme des carrés résiduels, alors que j'ai dû déjà estimer 2 paramètres. J'ai dû estimer bêta 0 et bêta 1, donc j'ai perdu 2 degrés de liberté. Et donc en fait, on verra que pour avoir un estimateur non biaisé, au lieu d'avoir 1 sur n, je devrais avoir 1 sur n moins 2, puisque j'ai perdu 2 degrés de liberté. Ok, alors là, on s'est placé dans le cas gaussien et on a utilisé la méthode du maximum de vraisemblance. Maintenant, si je suis dans le cas dit général et que je n'ai pas la distribution sous-jacente du terme d'erreur et donc des y, eh bien dans ce cas-là, on va utiliser la méthode des moindres carrés. Et cette méthode des moindres carrés, en réalité, elle va consister à minimiser la somme des erreurs au carré. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, le but ici, ça va être effectivement de minimiser les erreurs. Alors, je vais prendre le carré des erreurs parce que peu m'importe si je sous-estime ou si je surestime, ce que je veux, c'est faire le moins d'erreurs possible. Donc le signe ne m'intéresse pas. Et pour supprimer le signe, je vais simplement prendre le carré. Et j'aimerais bien évidemment minimiser le terme d'erreur pour l'ensemble des individus de mon échantillon. Donc en fait, si vous rajoutez un 1 sur n ici, ce que je vais faire, c'est minimiser la moyenne des erreurs au carré. Alors, la somme des erreurs au carré dépend évidemment de bêta 0 et de bêta 1, les deux paramètres inconnus. Donc pour minimiser la somme des erreurs au carré, il me suffit en fait de dériver cette équation par rapport à bêta 0 et par rapport à bêta 1. Alors je ne vais pas le refaire ici, puisque c'est une démonstration qu'on a faite complètement dans le cours de BA1. Donc si vous dérivez par rapport à bêta 0 et vous dérivez par rapport à bêta 1, eh bien vous allez trouver les estimateurs des moindres carrés ordinaires. Et vous pouvez retourner dans le cours de BA1, la démonstration est faite complètement dans ce cours. Alors vous allez me dire, et le paramètre de nuisance? Le paramètre de nuisance, il n'est pas ici. Non, effectivement, donc je ne peux pas trouver par la méthode des moindres carrés un estimateur du paramètre de nuisance. Sauf que j'essaie de minimiser cette quantité-ci. Et cette quantité-ci a un facteur 1 sur n près, c'est la variance du terme d'erreur. Okay? Donc j'essaie de minimiser la variance du terme d'erreur. Et sigma carré, c'est quoi? C'est la variance du terme d'erreur. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est aller chercher le minimum obtenu par le problème de minimisation. Et le minimum obtenu par le problème de minimisation va être un estimateur du paramètre de nuisance.
Et ça sera, si vous remplacez bêta 0 et bêta 1 par vos estimateurs des moindres carrés qui ne sont rien d'autre que les estimateurs du maximum de vraisemblance, bien, le minimum que vous obtenez, c'est justement la somme des carrés résiduels. Okay. Donc on peut obtenir quand même facilement, par la méthode des moindres carrés ordinaires, un estimateur pour sigma carré. Donc le minimum obtenu ici sera la somme des carrés résiduels. Vous rajoutez 1 sur n et vous avez un estimateur de sigma carré. Ok, alors très rapidement, si vous prenez l'exemple sur le MBA, donc on aimerait bien estimer le prix en fonction du pourcentage de phares. Ça, c'est l'équation théorique, c'est votre modèle théorique. Ça, c'est votre modèle estimé. Et ça, c'est en fait l'erreur estimée, donc la différence entre le prix observé et le prix estimé par le modèle. Alors, ce qu'on va fortement faire après, c'est travailler, je vous l'ai déjà dit, sous forme matricielle. Donc, en fait, toutes les données, on va les coder sous forme de matrice. Donc, on va créer un vecteur Y qui va stocker l'ensemble des valeurs pour la variable dépendante. Donc, ça sera un vecteur de dimension 72 qui est égal à n fois une colonne. Une seule colonne puisque j'ai une seule variable. On a déjà parlé du vecteur bêta qui stocke les paramètres de régression. Et on aura ce qu'on appelle la matrice de design, la matrice des variables explicatives. Alors vous allez me dire, c'est bizarre. Cette matrice, c'est une matrice 72 fois 2. Alors que vous nous avez dit que dans le modèle de régression simple, on n'avait qu'une seule variable explicative. Mais vous voyez que la première colonne est remplie de 1. Alors pourquoi est-ce qu'on a une matrice avec deux colonnes, dont la première est remplie de 1? Tout simplement pour pouvoir écrire le modèle en tenant compte de la constante. Si vous écrivez le modèle sous forme matricielle, y est égal à x bêta plus epsilon, vous allez avoir ici un vecteur y de dimension n fois 1. Vous allez avoir x, un vecteur de dimension n fois 2. Le bêta va être un vecteur de dimension 2 fois 1. Donc vous avez bien du n fois 1, plus votre vecteur d'erreur, qui sera un vecteur où on stocke pour y toutes les erreurs dedans. Donc si vous faites la matrice X, dont la première colonne est des 1, et la deuxième colonne reprend vos valeurs pour la variable X, que multiplie le vecteur bêta, qui est bêta 0, bêta 0, bêta 1, bien, si vous regardez ce que vous obtenez, vous allez avoir la première ligne que multiplie la première colonne. Donc vous allez bien avoir 1 fois bêta 0 plus bêta 1 fois x1. Ça vous permet, en stockant dans la variable x une colonne de 1, vous allez avoir ici bêta 0 plus bêta 1 x1. Et ici, vous allez avoir bêta 0 plus bêta 1 xn. C'est exactement ce que vous voulez obtenir au niveau de votre modèle. Bêta 0 plus bêta 1 x1. Donc, je peux réécrire le modèle sous forme matricielle. Donc, y est égal à x bêta plus epsilon. Et j'aurai bien y1 est égal à bêta 0 plus bêta 1 x1 plus epsilon 1. Donc c'est une écriture qu'on va énormément utiliser par la suite parce que ça va nous faciliter pas mal de démonstrations. Alors le slide suivant, je vous laisse pour vous, c'est tous les calculs pour essayer d'obtenir bêta 1 chapeau et bêta 0 chapeau. Vous voyez que bêta 1 chapeau est négatif. Vous avez donc une pente négative. Et vous voyez que l'ordonnée à l'origine est positive.
Et donc, si vous reproduisez ça sur votre graphique, vous pouvez dessiner la droite de régression y chapeau est égal à bêta 0 chapeau plus bêta 1 chapeau xi. Et vous voyez que la droite de régression est bien de pente négative avec une ordonnée à l'origine qui est positive. Ok, on va faire la pause et après on se tendra. Pour la deuxième heure, ça va un petit peu être mathématiquement plus lourd puisque on va travailler avec les formes matricielles. S'il vous plaît. On va travailler avec les formes matricielles. Alors, c'est pas juste pour vous ennuyer, évidemment. Pourquoi est-ce que dans le modèle de régression linéaire, on passe très vite en écriture matricielle? Tout simplement parce que lorsqu'on va passer au modèle de régression linéaire multiple, où il y aura plusieurs x, le fait d'avoir travaillé en forme matricielle dans le cas simple va se généraliser de manière automatique. La démonstration que vous avez faite en première année, en BA1, eh bien cette démonstration, elle n'est valable que dans le cas de la régression linéaire simple. Et si vous ajoutez des variables explicatives à votre modèle, eh bien si vous restez avec la même méthodologie, vous allez compliquer très vite les notations. Par contre, si on passe sous l'écriture matricielle, eh bien dans ce cas-là, on va énormément se faciliter la tâche puisque la généralisation va être totalement automatique. La seule difficulté, c'est que vous allez devoir un petit peu jongler avec les matrices. Alors, on va partir du modèle qu'on a écrit tout à l'heure au tableau, c'est-à-dire le modèle Y est égal à x bêta plus epsilon. Donc vous avez le vecteur Y qui est un vecteur n fois 1, qui est égal à la matrice X qui est une matrice n fois 2, que multiplie le vecteur bêta qui est un vecteur 2 fois 1, vecteur colonne, plus epsilon qui va être un vecteur n fois 1. Donc epsilon c'est le seul qu'on n'a pas encore déterminé dans les slides. Epsilon c'est simplement le vecteur colonne qui va vous reprendre l'ensemble des erreurs stockées dans un vecteur colonne. Ok, donc on a en fait, et un petit conseil pour vous, quand vous travaillez de manière matricielle, vérifiez toujours les dimensions. Ici, il n'y a pas de souci, j'ai bien du n fois 1 qui est égal à du n fois 1 plus du n fois 1, tout much better. Okay. Alors, ce qu'on va faire, c'est, on n'a pas refait la démonstration style BA1 pour la méthode des moines carrés, mais on va refaire la démonstration sous forme matricielle. Donc, la méthode des moines carrés va consister, comme on disait, à minimiser, par rapport aux paramètres inconnus bêta 0 et bêta 1, la somme des carrés des écarts, c'est-à-dire la somme des erreurs au carré. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est minimiser la distance entre ce que j'observe dans mon échantillon, YI, et ce que je vais devoir estimer, prédit. Okay. Donc, ce que je voudrais, c'est minimiser la somme des erreurs au carré. Alors, cette somme des erreurs au carré, on va l'écrire de manière matricielle. Alors, ça, c'est un truc qui est assez utile et facile. C'est quand vous avez la somme d'éléments au carré, c'est très facile de l'écrire sous forme matricielle. Effectivement, vous allez avoir, si je reprends ceci, qu'est-ce que vous avez en fait? Vous avez le vecteur epsilon transposé qu'on multiplie par le vecteur epsilon. Le vecteur epsilon, c'est un n fois 1. Le transposé, c'est un 1 fois n, que multiplie un n fois 1. Okay. Donc si je l'écris, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir epsilon 1, epsilon n, que multiplie epsilon 1, epsilon n. Si vous faites le calcul matriciel, vous allez avoir la première ligne, première colonne. Donc ça va bien être epsilon 1 fois epsilon 1, plus epsilon 2 fois epsilon 2, etc., etc.
epsilon n fois epsilon n. Donc vous avez bien effectivement ceci qui est égal à la somme de epsilon i au carré. Donc quand vous voulez écrire sous forme matricielle la somme d'une variable au carré, il suffit en fait de l'écrire sous forme matricielle de cette manière-ci et de faire la variable transposée que multiplie la variable. Alors, maintenant que je suis passée sous forme matricielle, je n'ai plus qu'à développer epsilon. Epsilon, c'est quoi? Epsilon, c'est bien y moins x bêta. Et je veux faire apparaître les bêtas. C'est pour ça que je réécris epsilon comme y moins x bêta. Et epsilon transpose, c'est bien y moins x bêta transpose. Alors, je vais tout simplement distribuer mes parenthèses. Je vais donc avoir 4 termes. Je vais donc avoir d'abord le terme y transposé y, s'il vous plaît. Y transposé y. Puis je vais avoir le terme bêta transposé x transposé que multiplie y. Puis je vais avoir le terme en fait y transposé que multiplie x bêta. Et puis je vais avoir le bêta transpose x bêta. Alors si vous regardez les dimensions de ces 4 éléments, ce sont tous des éléments de dimension 1 fois 1. Okay. Regardez la dimension, si vous allez avoir 1 fois 2, que multiplie du 2 fois n, que multiplie du n fois 1, on a bien un élément 1 fois 1. Idem ici, vous avez du 1 fois n, que multiplie du n fois 2, que multiplie du 2 fois 1, on a bien des éléments 1 fois 1. Et quel est le lien entre ces deux choses-là? C'est la même chose, puisqu'en fait c'est simplement la variable qui est transposée. Donc si vous prenez y transpose x bêta, que vous transposez cet élément-là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir bêta transposé x transposé y. Donc en fait, ces deux termes-ci sont identiques, puisque ce sont des éléments 1 fois 1 qu'on a transposés. Et quand vous transposez évidemment un élément 1 fois 1, vous retrouvez l'élément 1 fois 1. Donc en fait, ces deux éléments-ci, on va les remettre ensemble. C'est pour ça que vous avez 2 bêta transpose x transpose y. Ok. Donc maintenant, j'ai écrit ça sous forme matricielle et je dois en réalité dériver cette quantité par rapport au vecteur bêta. Alors, ceci ne contient pas de bêta. Donc, la dérivée de ceci va être nulle. Par contre, ces deux éléments-ci contiennent des bêtas, et donc je vais devoir regarder comment est-ce qu'on peut dériver de manière matricielle. Alors, ce que je vais devoir donc faire, c'est dériver bêta transpose x transpose y par rapport au vecteur bêta. Et je vais devoir dériver bêta transpose x bêta par rapport au vecteur bêta. Alors, je vous laisse faire le petit exercice, c'est pas très compliqué. Donc, quand vous dérivez par rapport à un vecteur, ça veut dire quoi? Donc, vous avez le bêta transpose x transpose y que vous allez dériver d'abord par rapport à bêta 0. Et puis, vous allez dériver la même quantité par rapport à bêta 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle effectivement la dérivée par rapport au vecteur bêta de bêta transpose x transpose y. Okay? Donc vous devez réécrire ceci en fonction de bêta 0 et bêta 1. Le dériver par rapport à bêta 0, vous allez obtenir quelque chose. Dériver bêta transpose x transpose y par rapport à bêta 1, vous allez obtenir quelque chose sous forme matricielle. Et en fait, vous allez voir que ce que vous allez obtenir, c'est tout simplement x transpose y. Alors, est-ce qu'on a bien les bonnes dimensions? Donc ici, je vais dériver par rapport à deux paramètres. Donc j'ai bien en réalité un vecteur 2 fois 1. Okay. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x transpose y. X transpose, c'est bien 2 fois n.
que multiplie de n fois 1. Donc je vais bien obtenir une quantité qui est 2 fois 1, ce que je cherchais à ce niveau-là. Ok, donc dérivé par rapport à bêta, du vecteur bêta, ça veut dire dérivé par rapport d'abord à bêta 0, dérivé par rapport à bêta 1, vous allez avoir deux éléments que vous réécrivez sous forme matricielle. Et en fait, on retrouve x transpose bêta. Donc les règles, c'est un peu comme quand vous travaillez avec des dérivés classiques. On dérive par rapport au vecteur bêta et on obtient simplement x transpose bêta. Même exercice pour cette forme quadratique. Donc ici, vous avez une forme quadratique en bêta que vous dérivez par rapport à bêta. C'est une forme quadratique, donc c'est un peu comme si c'était un carré en fonction de bêta. Et donc, même petit exercice que vous pouvez réaliser, en fait, c'est comme si j'avais un carré en fonction de bêta, donc je vais avoir 2 fois x transpose x bêta. Donc je vous laisse faire ces deux petites démonstrations, moi je vais simplement utiliser les résultats. Ok. Alors, avec les résultats, c'est facile, évidemment. Puisque ceci dérivé par rapport à bêta, ça fait 0. Ceci dérivé par rapport à bêta, ça va me donner moins 2x transpose y. Et ceci dérivé par rapport à bêta, ça va me donner 2x transpose x bêta. Je dois annuler cette quantité. Et le vecteur bêta chapeau qui me permet d'annuler cette quantité, on l'isole. On va isoler, donc on va avoir cette quantité-là égale à cette quantité-là. Et puis on va simplement multiplier par x transpose x moins 1. Et je vais obtenir donc bêta chapeau qui est égal à x transpose x moins 1, x transpose y. Ok ? Ça, c'est vraiment la formule que vous allez retenir tout au long de vos études. C'est vraiment la formule que tout le monde retient. C'est l'estimateur par la méthode des moindres carrés de votre paramètre, de vos paramètres de régression. Donc bêta chapeau égale à x transpose moins 1, x transpose y. Si vous développez ceci, bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau, parce que ici, ce que vous avez, évidemment, c'est sous forme matricielle. Vous avez bêta chapeau, les bêta chapeau sous forme matricielle, c'est simplement bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Okay. Si vous développez ceci, okay, qui est bien quelque chose 2 fois 1, comme ceci, hein, c'est bien du 2 fois 1. Si vous développez cette formule, comme par magie, vous allez évidemment retrouver ceci. Ok ? Donc si vous développez la formule, vous retombez évidemment sur ce que vous aviez développé en première année. Sauf que vous voyez qu'entre les deux, il n'y a pas photo. Ceci, c'est beaucoup plus tractable que ces deux formules-ci. Okay. Très bien. Alors, on a notre estimateur sous forme matricielle. Mais là, on va regarder un peu les propriétés de cet estimateur sous forme matricielle. Donc, on va faire un petit peu d'inférence par rapport à nos paramètres bêta 0 et bêta 1. Alors, première question. Est-ce que nos estimateurs bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, est-ce que ce sont des estimateurs qui sont non biaisés? Alors ici c'est la formulation sans l'écriture matricielle. On va faire la démonstration sous forme matricielle, ça va être beaucoup plus simple. Et donc en fait, quand j'écris ceci, ça veut dire qu'en réalité, on regarde l'espérance de bêta 0 chapeau et l'espérance de bêta 1 chapeau. Et on va montrer en fait que c'est égal à bêta 0, bêta 1, c'est-à-dire que c'est égal au vecteur bêta. Okay.
Donc ça, c'est l'écriture matricielle. On pourrait passer par une démonstration séparée, bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau. Mais vous allez voir qu'en fait, la démonstration sous forme matricielle est extrêmement simple. Alors que si vous vouliez faire ces deux démonstrations-là, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, bêta chapeau. Bêta chapeau, on a vu, est déterminé par, s'il vous plaît, mademoiselle. Bêta chapeau est déterminé par x'(x-1), x'(y). Donc on doit calculer l'espérance de x'(x-1), x'(y). Les x sont connus. Les x sont considérés donc comme des constantes. Y est une variable aléatoire, donc c'est bien l'espérance qui dépend d'une variable aléatoire qui est y. Alors, on aimerait bien mettre en évidence les bêta, évidemment. Donc, on va aller chercher notre modèle et on va remplacer y par x bêta plus epsilon. Donc, je remplace y par x bêta plus epsilon. Je distribue ma parenthèse. Donc, je vais avoir x'(x-1), x'(x) bêta plus x'(x-1), x'(x) epsilon. Alors, vous voyez tout de suite que vous avez x'(x-1) ici, qui se simplifie avec x'(x). Donc, il vous reste l'espérance de bêta. Et vous avez ici l'espérance de x'(x-1), x' epsilon. Alors, bêta, c'est un vecteur de paramètres. Les paramètres sont inconnus, mais ils sont constants. Donc, l'espérance d'une constante, ça donne la constante. Donc, l'espérance de bêta va bien donner bêta. Il vous reste l'espérance de x'(x-1), x' epsilon. Epsilon, c'est une variable aléatoire. Les x peuvent être considérés comme des constantes, donc peuvent être sortis de votre espérance. Et donc, il va vous rester simplement l'espérance de epsilon. Et on a posé comme hypothèse qu'en moyenne, je ne faisais pas d'erreur. Donc, l'espérance de epsilon est nulle. Et donc, on a montré très très facilement que l'espérance de bêta chapeau était égale à bêta, sous forme matricielle, c'est-à-dire que l'espérance de bêta 0 chapeau est bien égale à bêta 0, et l'espérance de bêta 1 chapeau est bien égale à bêta 1. Vous voyez que ça se fait très facilement une fois qu'on travaille avec les matrices. Alors, petite remarque qu'on va utiliser pour le calcul de la variance. Donc, j'ai bien montré le non-biais, maintenant j'aimerais bien regarder la précision de mes estimateurs. Et pour regarder la précision de mes estimateurs, j'ai besoin de la variance de bêta chapeau. Alors, pour calculer la variance de bêta chapeau, je vais devoir regarder en réalité ce vecteur, qui est le vecteur bêta chapeau moins bêta. Si je prends bêta chapeau, comme on l'a fait ici, bêta chapeau c'est x'(x-1), x'(y). Je développe y par le modèle, je distribue la parenthèse, et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que bêta chapeau est égal à bêta plus une quantité qui dépend de epsilon. Donc en fait, bêta chapeau moins bêta est donné tout simplement par cette quantité qui dépend de x et de epsilon. Je vais réutiliser cette formulation-là un petit peu plus loin. Ok. Alors, j'aimerais bien calculer la variance de bêta chapeau. La variance de bêta chapeau, faites attention, de nouveau, on est avec les écritures matricielles. La variance de bêta chapeau, c'est quoi? La variance de bêta chapeau, c'est une matrice 2 fois 2. Ça va reprendre en fait les variances de bêta 1 chapeau et bêta 2 chapeau, bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, et les covariances. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici la variance de bêta 0 chapeau, la covariance entre bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, la covariance entre bêta 1 chapeau et bêta 0 chapeau, et la variance de bêta 1 chapeau. Ce qui nous intéresse fortement, évidemment, c'est la diagonale. La variance de bêta 0 chapeau et la variance de bêta 1 chapeau. Mais je vais calculer cette variance de bêta chapeau de manière directe.
ceci, je peux le réécrire en fait comme l'espérance de quoi? De bêta 0 chapeau moins bêta 0 au carré. Ça ne va rien être d'autre que la variance de bêta 0 chapeau, puisque j'ai des estimateurs qui sont non biaisés. C'est-à-dire que l'espérance de bêta chapeau, c'est bien égal à bêta 0. Vous avez bien la variable moins sa moyenne, espérance au carré. Vous allez avoir l'espérance de bêta 0 chapeau moins bêta 0, bêta 1 chapeau moins bêta 1. Vous avez la même chose ici, et ici vous allez avoir l'espérance de bêta 1 chapeau moins bêta 1, le tout au carré. Okay, donc ces variances, je peux les réécrire sous forme variance ou covariance, sous forme d'espérance. Ok, et ça, vous pouvez le recomposer sous forme matricielle, comme ce qu'on a écrit ici, c'est-à-dire l'espérance de bêta chapeau moins bêta. Ici, je réécris sous forme matricielle que multiplie bêta chapeau moins bêta transposé. Ok, donc c'est plusieurs manières de stocker tous les moments d'ordre 2 du vecteur bêta chapeau. Et vous êtes toujours bien avec des bonnes dimensions, hein, puisque ceci, c'est bien du 2 fois 1, et ceci, c'est bien du 1 fois 2. Donc vous êtes bien avec du 2 fois 2. Ok, donc j'aimerais bien déterminer en fait les variances et les covariances des estimateurs de régression. Et on va partir de cette expression-ci. Donc la variance de bêta chapeau est bien donnée par l'espérance de bêta chapeau moins bêta que multiplie bêta chapeau moins bêta transposé. Bêta chapeau moins bêta, on l'a déterminé ici. Ok, donc je vais reprendre cette formulation-ci, x' x moins 1, x' epsilon. Donc je vais bien avoir x' x moins 1, x' epsilon, et puis la même chose transposée. Les x sont connus. Les x sont connus, donc je peux les mettre, mais attention, on fait du calcul matriciel. Donc ce qui est devant, je peux les mettre en évidence devant l'espérance, et ce qui est derrière, je peux les mettre en évidence derrière l'espérance. Donc ce qui me reste, c'est l'espérance de epsilon, epsilon prime. Alors c'est quoi cette chose-là? L'espérance de epsilon, epsilon prime. Faites attention, tout à l'heure, on avait regardé ce que c'était epsilon prime, epsilon, et pas epsilon, epsilon prime. Donc ici, vous avez quelque chose de dimension n1 que multiplie 1n. Donc vous avez une matrice de dimension n fois n. Ok? Vous avez une matrice de dimension n fois n. Donc qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez en fait l'espérance de epsilon 1 au carré, l'espérance de epsilon 1, epsilon 2, l'espérance de epsilon 1, epsilon n. Et puis vous avez toute la diagonale, l'espérance de epsilon n au carré, etc. Alors, l'espérance de epsilon 1 au carré, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la variance de epsilon 1, puisque la moyenne de epsilon 1 est nulle. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est une matrice où vous avez la variance de epsilon 1 ici, variance de epsilon 2, vous avez toutes les variances sur la diagonale, et en dehors de la diagonale, vous avez toutes les covariances. La covariance entre epsilon 1 et epsilon 2, etc., etc. Et on a fait des hypothèses sur le terme d'erreur. Dans le cadre général, on a supposé effectivement que la variance de toutes les erreurs était constante et égale à sigma carré, et que toutes les covariances étaient nulles. Donc en fait, qu'est-ce que j'obtiens comme matrice?
j'obtiens une matrice où j'ai sigma carré sur la diagonale et 0 partout ailleurs, puisque toutes les covariances sont nulles. Et donc en fait cette matrice, je peux la réécrire simplement, je vais mettre sigma carré en évidence, c'est une constante, que multiplie quoi? Et que multiplie la matrice identité n fois n, c'est-à-dire une matrice où j'ai des 1 sur la diagonale et 0 partout ailleurs. Donc j'ai bien sigma carré fois la matrice identité n fois n. Donc, cet élément-ci, l'espérance de epsilon epsilon prime, c'est simplement sigma carré que multiplie la matrice identité. Donc la variance de bêta chapeau, va être donnée par x' moins 1 x', que multiplie sigma carré fois la matrice identité, que multiplie x moins 1. Sigma carré, c'est une constante. On peut le mettre en évidence devant le calcul. La matrice identité fois une matrice, ben, ça vous donne la matrice x. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir simplifier x' moins 1 avec x'. Il vous reste simplement sigma carré x' moins 1. Donc vous allez calculer facilement la variance de bêta chapeau comme étant égale à sigma carré x' moins 1. Alors on va calculer maintenant, on va développer cette matrice pour pouvoir revenir au calcul de nos variances, de bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Donc on va déterminer cet élément-ci. Alors déjà, au passage, on va avoir un souci, évidemment, avec cette variance, parce que cette variance dépend de sigma carré, qui est mon paramètre de nuisance. Donc à un certain moment, quelque part, il faudra que je l'estime, ce paramètre de nuisance. Okay? Mais avant de nous occuper de ce paramètre de nuisance, on va simplement développer x' moins 1 pour pouvoir revenir à cette écriture-ci. Okay? Alors, x' c'est quoi? X', c'est simplement donc, notre matrice qui est n fois 2 qu'on a transposée, que multiplie cette matrice n fois 2. Donc, on a la première ligne, première colonne, ça va être n. On a la première ligne, deuxième colonne, première ligne, deuxième colonne, la somme des xi. Même chose, hein, ici, deuxième ligne, première colonne, la somme des xi. Première ligne, pardon, deuxième ligne, deuxième colonne, la somme des xi au carré. Donc la matrice x' moins 1, elle est très facile. Mais dans cette matrice, je vais devoir l'inverser. Donc je dois calculer le déterminant de cette matrice. Alors le déterminant de x', ouais, c'est facile, hein, ça va être n la somme des xi carré moins la somme des xi au carré. Ok, donc le déterminant il est facile. Je vais pouvoir inverser cette matrice si ce déterminant il est positif et surtout non nul. Je peux donc réécrire ce déterminant. Donc je vais mettre n carré en évidence, ce qui va me permettre de mettre ici 1 sur n la somme des xi carré. J'ai un n qui était déjà là, donc j'en prends 1. Moins 1 sur n la somme des xi au carré. Ça c'est la moyenne des xi. Et donc dans l'accolade, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez la variance des xi. Donc vous avez simplement n carré fois la variance des xi. Ce qui veut dire que votre déterminant sera toujours supérieur ou égal à 0. Et votre déterminant ne sera égal à 0 que si la variance des x est nulle. Mais on va toujours supposer évidemment que la variance des x est non nulle. Si la variance des x était nulle, ça veut dire que vous donneriez une variable explicative qui ne varie pas. Donc vous ne donneriez aucune information. Ce qui est tout à fait stupide dans le cadre de la régression linéaire. Donc on va toujours supposer que x carré est strictement plus grand que 0. Donc on peut inverser cette matrice x'. Donc ça va être simplement 1 sur le déterminant que multiplie la matrice des cofacteurs. Et donc, grâce à notre formulation ici,
on peut retrouver la variance de bêta 0 chapeau, ça va être l'élément 1, 1. La variance de bêta 1 chapeau, ça va être l'élément 2, 2. Et les covariances vont être les éléments 1, 2 ou 2, 1. C'est une matrice symétrique, donc ça sera la même chose. Donc prenons l'élément 1, 1. L'élément 1, 1, c'est la somme des xi au carré, divisé par n carré sx carré, que multiplie, évidemment, il ne faut pas l'oublier, le sigma carré. Vous obtenez donc ainsi la variance de bêta 0 chapeau. Cette variance, évidemment, va être utile pour calculer des intervalles de confiance ou pour faire des tests. Pour la variance de bêta 1 chapeau, l'élément 2, 2, ben, ça va être simplement sigma carré. Vous avez un n ici qui se simplifie avec le n carré ici, donc sigma carré sur n s x carré. Variance de bêta 1 chapeau qui est très facile. Alors pour la variance de bêta 0 chapeau, parfois on la réécrira de cette manière-ci. Je vous laisse faire le petit exercice entre les deux formulations. Parfois on utilisera plutôt cette formulation-ci. Ok, donc j'ai déterminé la variance de mes estimateurs. À partir de là, je vais pouvoir faire les intervalles de confiance et les problèmes de test. On n'a pas parlé pour le moment du paramètre de nuisance. En fait, je vous avais dit tout à l'heure que sigma chapeau carré était un estimateur biaisé de sigma carré, à cause du problème de la perte de 2 degrés de liberté qui était due à l'estimation de bêta 0 et bêta 1. Donc, au lieu de travailler avec sigma chapeau carré, on va préférer travailler avec un estimateur non biaisé que je vais appeler grand S carré. Et cet estimateur grand S carré, c'est rien d'autre que la somme des carrés des résidus, mais pas divisé par n, mais divisé par n-2. Donc, j'obtiens ainsi un estimateur qui est non biaisé pour le paramètre de nuisance. Ok. Alors, si je résume un petit peu tout ce qu'on a jusqu'à présent, on est donc dans le cas gaussien. On sait que notre estimateur bêta chapeau, l'estimateur des mains de carré ordinaire, mais qui n'est rien d'autre aussi que l'estimateur de maximum de vraisemblance, est déterminé par x'(x-1, x'(y). On sait que cet estimateur est non biaisé. On connaît la variance de cet estimateur. Ok. Et comme je sais que y, dans le cas gaussien, est distribué par une distribution normale, eh bien, bêta chapeau n'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire des y. Donc, une combinaison linéaire de normale. Donc, bêta chapeau va également avoir une distribution normale. Donc, j'ai obtenu ce résultat-ci. Bêta chapeau a comme distribution une distribution normale. C'est un estimateur non biaisé. Et sa variance, sa matrice variance-covariance, est donnée par sigma carré x'(x-1). Alors, si je passe de la formulation matricielle à la formulation paramètre estimateur par estimateur, donc bêta chapeau, c'est bien bêta 0 chapeau, bêta 1 chapeau. S'il vous plaît. Bêta chapeau, c'est bien donc où j'ai stocké ensemble bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, a comme distribution une distribution normale. Faites attention, j'ai barré dans vos notes hier soir le asymptotique, c'est une loi exacte ici, puisqu'on est dans le cas gaussien. Ok, donc on a une loi exacte, normale, de vecteurs de moyenne bêta 0, bêta 1, et dont la matrice variance-covariance, on l'a calculée précédemment, est donnée par cette expression-ci. Ça, c'est l'écriture matricielle. Maintenant, si je m'occupe de un seul des estimateurs, je peux réécrire en prenant seulement la première ligne, le fait que bêta 0 chapeau aura comme distribution une distribution normale de moyenne bêta 0 et de variance qui est donnée par ceci. Okay. J'utilise cette expression-ci. Et bêta 1 chapeau, qui est l'estimateur sur lequel on va vraiment essayer de faire beaucoup de tests, aura comme distribution normale de moyenne bêta 1 et de variance sigma carré n sx carré. En plus, et ça je ne vais pas le démontrer, en plus,
on a un peu comme dans le deuxième résultat du lemme de Fischer, on a un résultat sur notre estimateur du paramètre de nuisance. En fait, n fois l'estimateur divisé par sigma carré, qu'on peut réécrire de cette manière-ci, aura comme distribution exacte une distribution qui carré à n-2 degrés de liberté. Et ça, je ne vais pas faire la démonstration ici. Par contre, je vais l'utiliser pour régler le problème du fait que j'ai le paramètre de nuisance qui intervient dans la variance de mon estimateur. Okay, et c'est ce résultat-ci que je vais utiliser. Alors, comme dans le lemme de Fischer, on va avoir un résultat supplémentaire qui nous dit que ces estimateurs-ci, bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau, sont bien indépendants du paramètre de nuisance estimé sigma chapeau carré. Okay, j'ai indépendance entre les deux. Ok. Alors, dernière petite chose. Une fois qu'on a tout ça, on va travailler avec bêta 1 chapeau. C'est exactement la même chose pour bêta 0 chapeau. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre mon estimateur. Je vais le centrer. Et je vais le réduire. Ok. Je prends mon estimateur, bêta 1 chapeau, je le centre et je le réduis. J'ai un problème, c'est que sigma est inconnu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Mon estimateur centré réduit, c'est une normale 0,1. Ok? Donc, le numérateur a comme comportement un comportement de normale 0,1. Je vais le diviser par la racine d'une pi carrée divisée par son degré de liberté. Donc, je le divise par la racine d'une pi carrée divisée par son degré de liberté. Pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement pour pouvoir simplifier le sigma avec le sigma carré. Je fais les simplifications. J'obtiens cette expression aussi qui n'est rien d'autre en fait que mon estimateur non biaisé de sigma. Ce qui me permet d'avoir une expression assez simple qui est bêta 1 chapeau moins bêta 1 divisé par l'estimateur non biaisé de sigma divisé par la variance de x que multiplie racine de n. Je n'ai plus de sigma ici. Donc cette expression-ci va me permettre de pouvoir faire des intervalles de confiance et des tests sur bêta 1. Quelle est la distribution de cette quantité? Ben, j'ai une normale 0,1 divisée par la racine d'une pi carrée divisée par son degré de liberté avec le numérateur qui est indépendant du dénominateur. Donc j'obtiens bien exactement une loi de Student à n-2 degrés de liberté. Donc c'est exactement ce qu'on a fait au niveau des moyennes quand j'avais la variance inconnue, sauf qu'ici je ne travaille plus avec x bar et mu, mais je travaille avec mes paramètres de régression. Vous pouvez faire exactement le même petit exercice avec bêta 0 chapeau en reprenant cette expression-ci. Vous faites exactement le même exercice avec bêta 0 chapeau et vous allez obtenir un résultat qui vous donne en fait la distribution exacte pour cette quantité. À partir de ces deux résultats, vous pouvez faire tous les tests et tous les intervalles de confiance que vous voulez. Effectivement, on va pouvoir construire des intervalles de confiance pour bêta 0, bêta 1 et même sigma carré. Pour sigma carré, j'utiliserai simplement ce résultat-ci. Ok? Et on va pouvoir faire des tests individuels pour bêta 0 et bêta 1. Donc, les deux résultats qui m'intéressent, les deux résultats sur lesquels je vais m'appuyer, sont ces deux résultats-là, de manière indépendante. Donc, si je veux faire un intervalle de confiance pour bêta 1, je vais simplement entourer cette quantité-ci par les quantiles d'une student. Prenons un niveau de confiance de 1 moins alpha, dans ce cas-là, je vais prendre les quantiles alpha demi. Je vais isoler le bêta 1 et j'obtiendrai ainsi l'intervalle de confiance pour bêta 1. Donc l'intervalle de confiance pour bêta 1 sera simplement l'estimateur de bêta 1, plus ou moins le quantile considéré, que multiplie la standard error de mon estimateur. Ok? On peut faire exactement la même chose pour bêta 0. Donc je vous laisse faire ici de nouveau, c'est un petit exercice. Donc dans ce chapitre, en fait, on réutilise tous les outils qu'on a vus dans les chapitres précédents. Et je vous laisse à chaque fois faire le petit exercice pour, à partir de ces deux résultats-là, déterminer vraiment les intervalles de confiance.
Ok, j'aimerais bien faire les 3 slides suivants en même temps. Donc on va s'arrêter là et on reprendra donc la fois prochaine. Faites attention, il n'y aura pas de